Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Transmission de pensée consacré aux manières de faire soin en commun. Aujourd'hui, on va parler d'écologie des pratiques, de médecine intégrative, d'initiatives inspirantes. Bref, l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on peut s'inscrire dans une approche collective autour du prendre soin. Dans les épisodes précédents, on a parlé pas mal d'actions qui pouvaient être entreprises au niveau individuel, qui soient côté accompagnant ou côté consultant en termes de soins. Mais en vrai, si on veut vraiment répondre aux enjeux actuels, on a besoin d'y articuler une certaine dimension collective, c'est-à-dire de sortir de la vision qui fait que les individus seraient les uniques responsables. Pourquoi ? Parce que le soin, ça fait partie des socles fondamentaux de nos sociétés, et qu'à ce titre-là, ça me semble super important de pouvoir arriver à apporter des visions communes, un engagement partagé pour un soin qui soit pleinement vertueux. Alors un soin vertueux, ça veut dire quoi ? C'est un soin qui déjà place au centre les personnes consultantes. C'est aussi un soin qui va prendre en compte les personnes accompagnantes. Tout ça pour arriver à créer d'une part un soin qui soit de qualité, c'est-à-dire un soin où on arrive à réduire les risques, réduire les erreurs et où on augmente les bienfaits, et d'autre part, un soin qui soit plus inclusif, c'est-à-dire un soin qui soit accessible à tous et toutes. Et c'est notamment un gros enjeu pour les pratiques de l'intuitif et du sensible, puisque ce sont pour la plupart des approches qui sont non remboursées et qui, de fait, les rendent inaccessibles à tout un pan de la population. Donc avoir une approche collective, ça veut dire comment est-ce qu'on fait pour arriver à créer ce soin vertueux en réfléchissant ensemble et en faisant à plusieurs. Ce regard vraiment pluriel, il me semble absolument nécessaire parce que c'est en croisant nos façons de faire, nos approches, qu'on va pouvoir enrichir nos pratiques, élargir nos perspectives et arriver à œuvrer dans une sorte de vision commune qui soit vertueuse. Seulement aujourd'hui, j'y vois quand même certains obstacles. Alors c'est un constat qui est totalement subjectif, mais j'ai quand même l'impression qu'on est dans une vision du soin assez fracturée. Il y a énormément de divisions. Alors il y a déjà les divisions entre les approches conventionnelles d'un côté et les pratiques de l'intuitif et du sensible de l'autre, comme s'il ne pouvait pas y avoir de passerelle. Et puis il y a aussi, il me semble, beaucoup de divisions au sein même des pratiques de l'intuitif et du sensible, au sein des approches en tant que telles, mais aussi entre praticiens, praticiennes. Alors je pense que ça vient aussi de certaines logiques marchandes qui nous poussent à adopter peut-être des positions de concurrence, mais à mon sens, mettre des murs et des barrières entre tout ce qu'on fait, que ce soit au sein de nos approches ou même avec les approches conventionnelles, ça ne permet pas de répondre correctement et efficacement aux besoins de soins à l'heure actuelle. Ni en termes d'exigence que se doit d'avoir toute personne accompagnante dans le soin, ni en termes de prise en charge pour les personnes consultantes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit arriver à se réunir à 70 millions et se mettre tous d'accord ? Non, je pense pas. Déjà, un, c'est impossible. Et deux, il y a clairement des sensibilités différentes. Les personnes qui vont être plutôt dans des approches conventionnelles, clairement, ne vont pas forcément avoir les mêmes visions que des personnes qui sont dans des pratiques de l'intuitif et du sensible. Donc le but, c'est pas d'arriver à trouver un process unique, une formulation qui convienne à tout le monde, ni côté accompagnant ni consultant, mais peut-être plutôt d'arriver à voir comment est-ce qu'on peut créer un écosystème de soins qui soit au service des personnes qui œuvrent et qui participent à ce milieu. Alors je pense qu'il y a des éléments de réponse chez la philosophe belge Isabelle Stengers qui, elle, parle d'écologie des pratiques. L'écologie des pratiques, c'est de dire qu'il y a des manières qu'ont différentes pratiques de coexister et d'interagir. Et ça pose la question de lien entre ces pratiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt confronté à une pratique égale une réalité, c'est-à-dire avec ses règles, ses visions, ses champs d'intervention. Et adhérer à une pratique revient souvent, même s'il y a bien évidemment plein d'exceptions, on y reviendra par la suite, mais en général, adhérer à l'une revient implicitement à disqualifier les autres. C'est ce qui se passe notamment pour la dichotomie entre pratique de l'intuitif et du sensible et les approches conventionnelles. Or, dans une perspective d'écologie des pratiques, chaque pratique n'est que
une pratique parmi d'autres. Et ça permet de mettre en avant la pluralité des approches qui sont tout autant de visions du monde, de lectures différentes du monde. Et du coup, c'est super intéressant parce que ça pose vraiment la question de lien qu'on peut tisser entre chacune. Chaque pratique devient alors une façon d'aborder le monde. Et c'est là où la question du lien est intéressante. Parce que on peut se dire que peut-être chaque pratique est détentrice d'une vérité. Vous savez, il y a cette image un peu célèbre où on voit un cylindre en 3D, on projette une ombre sur deux faces, et du coup, sur une face, l'ombre projetée au mur est un rectangle, et sur l'autre face, l'ombre projetée au mur est un cercle. Et du coup, finalement, ça montre bien que selon l'angle où on va aborder les choses, va émerger des vérités potentiellement différentes. Du coup, ça soulève la question de ce qui fait sens ailleurs, c'est peut-être aussi du sens qui nous échappe ici. Ça veut dire que ce qui est vrai pour une pratique et qui, a priori, n'est pas dans la nôtre, il y a peut-être quelque chose à aller regarder pour peut-être nourrir notre pratique ici. L'idée, c'est vraiment une sorte d'invitation à apprécier les différences, potentiellement les articuler pour faire émerger d'autres voies d'évolution dans ce qu'on peut proposer. Alors l'idée, c'est pas de légitimer tout et n'importe quoi. C'est pas parce que y a des pratiques qui existent qui sont forcément vertueuses et bonnes à prendre, mais en tout cas, ça invite à sortir des hiérarchies et plutôt remettre les pratiques sur une sorte de pied d'égalité, en tout cas de pas partir d'un postulat qui dirait que telle approche est forcément meilleure qu'une autre. En vrai, ça invite, parce que tout est sur le même plan, ça permet la naissance de nouvelles interactions, d'aller plutôt vers des choses qui sont complémentaires et inspirantes plutôt que de postures d'opposition par défaut. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à cultiver une sorte de respect des différences et de respect de l'existence de chacune de ces visions. Parce qu'au final, on fait tous partie du même écosystème. Et à ce titre, je pense pas qu'il y ait des approches qui aient des super pouvoirs. C'est vrai qu'on entend souvent dire que oh là là, je suis allée chez tel praticien, c'est incroyable, il m'a guéri direct, alors que ça fait depuis 10 mois que je fais le tour des praticiens. Moi, je vois vraiment le soin comme un bocal de cornichons. C'est-à-dire qu'on a tous été potentiellement dans cette situation-là où on est à table, on cherche à ouvrir un bocal de cornichons, puis la première personne force, elle n'y arrive pas, elle le passe à une deuxième personne qui force n'y arrive pas, ça passe de main en main, et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « Attends, moi je vais le faire », et pof, ça pète. Et est-ce que ça veut dire que cette personne-là qui a effectivement le super pouvoir d'ouvrir des bocaux de cornichons? Je ne pense pas. Je pense que c'est parce que chacun a donné un petit coup que forcément arrive une personne et pour elle, c'est tout de suite plus facile. Et je pense que dans le soin, c'est exactement la même chose. Je pense que c'est la synergie qui va permettre d'optimiser les effets. Alors par contre, il est clair que pour certains cas, dans certains contextes, certaines situations, il y a des approches qui sont beaucoup plus pertinentes et efficaces que d'autres. Si par exemple, je sais pas, j'ai une fracture au pied, je pense que ce sera plus efficace d'aller poser un plâtre. Par contre, ça peut être aidant d'aller voir derrière un magnétiseur qui va peut-être aider à consolider ou accélérer la reconstruction de l'os, par exemple. Ça va peut-être m'aider aussi d'aller voir, je sais pas, quelqu'un pour du soutien psycho-émotionnel parce que à cause de cette fracture-là, je peux pas travailler pendant X temps et ça me déprime. Et du coup, je vois vraiment ça comme on est tous, cette personne qui vient donner un petit coup au bouchon du bocal de cornichons. Et ça demande d'être dans une posture d'humilité, de se rappeler qu'on n'a pas de super pouvoir, mais qu'on est juste un maillon de la chaîne. Et à ce titre, en termes de synergie, il y a pas mal d'initiatives qui ont été créées, lancées, qui sont actives aujourd'hui en France en termes de complémentarité, de réseau, de manière d'œuvrer ensemble. Et du coup, j'aimerais vous en partager quelques-unes, à commencer déjà par cette notion de médecine intégrative. La médecine intégrative, c'est une approche qui place l'individu au centre plutôt que de mettre la maladie au centre. Alors, c'est plutôt une approche
qui est issu de la médecine conventionnelle. Mais par contre, sa particularité, c'est que à la démarche conventionnelle vont venir s'associer, s'intégrer des approches complémentaires. Donc la visée là-dedans, c'est d'arriver à cultiver le soin de soi, tout en prenant en compte aussi l'environnement de la personne. Et ça veut dire que c'est une médecine qui se place dans une approche holistique. On va prendre soin du corps, de l'esprit et du bien-être de la personne. Alors, la limite, c'est que pour l'instant, ces approches-là sont sous l'égide de la médecine conventionnelle et que du coup, souvent, ne sont intégrées que des pratiques qui sont reconnues par l'OMS et du coup, on pourra aller plus loin. Mais je trouve que c'est déjà fantastique que ça existe. Et pour exemple, je vais vous parler de l'Institut Raphaël, qui est le premier centre européen de médecine intégrative qui est situé en France et qui, lui, propose des accompagnements gratuits pour les patients et les aidants pendant et après le cancer. L'Institut Raphaël, son projet, il va vraiment donc se concentrer sur l'individu et son projet de vie. Et c'est là où je trouve que c'est super intéressant en termes de médecine intégrative, c'est là où on voit à quel point on arrive aussi à se décentrer de la maladie pour vraiment permettre à la personne qui a le cancer de pouvoir aussi se réapproprier la maladie, son corps, sa vie et aussi d'arriver à se projeter vers un futur. Et donc pour ça, les personnes passent dans un parcours de soins personnalisé qui a clairement une dimension holistique, puisque sont pris en compte les aspects de l'alimentation, du physique et corporel, de l'émotionnel, du bien-être et du retour à l'emploi. Donc ça fait partie vraiment pour moi de ces initiatives qui sont super inspirantes et qui démontrent que quand on mixe finalement des approches qui sont a priori opposées, ou en tout cas on veut nous faire croire qu'elles sont opposées, et ben en fait il y a des choses chouettes qui fonctionnent. Je pense aussi qu'il y a des choses à faire du côté de nous, praticiens, praticiennes de l'intuitif et du sensible. Aujourd'hui, je pense qu'on est quand même très éclatés. On a tous et toutes, voilà, des cabinets, voilà, des espaces de consultation plutôt privés. Alors, je sais qu'il y a des fois, il y a des maisons de thérapeutes qui se montent dans certains endroits. Et ça, je trouve que c'est déjà des démarches qui sont chouettes parce que ça permet de dépasser un peu le corporatisme où on a chacune une vision, une façon de faire. Et le fait de se mettre ensemble, ça permet aussi d'offrir un éventail d'accompagnement et de solutions sur des territoires, de sortir un peu de ces aspects de concurrence qui peuvent se mettre en marche et au contraire de pouvoir arriver à faire profiter aussi aux personnes consultantes de parcours de soins à la fois individualisés mais globalisés en intégrant potentiellement plusieurs approches pour encore une fois optimiser les bienfaits. J'aimerais à ce titre vous parler de l'association Altersoins 44 qui s'est donné pour mission de rendre accessibles les soins complémentaires à des personnes en situation de précarité. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on veut consulter ce genre de pratique, faut compter, je sais pas, en moyenne, je dirais 50 à 70 € la séance. C'est vrai quand on a des petits budgets, qu'on est au RSA ou qu'on est, je sais pas, maman solo avec 2 enfants, c'est vraiment compliqué de pouvoir se dégager de l'argent pour prendre soin de soi. Donc l'idée, c'est d'avoir une équipe de thérapeutes qui sont bénévoles, qui vont donner par exemple une demi-journée à l'association. Et les personnes qui viennent consulter vont adhérer à l'association, tout comme les thérapeutes bénévoles. Et le montant de la consultation va être fixé en fonction du quotient familial. Donc, les personnes vont se retrouver à payer des consultations qu'elles paieraient par ailleurs entre 50 et 70 €. Des consultations vont leur revenir entre 5 et 15 €. Et du coup, elles vont pouvoir bénéficier d'accompagnement psycho-émotionnel, d'accompagnement sur des pratiques corporelles, des séances collectives à tarif réduit, mais des séances qui seront des vraies séances. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de proposer des séances au rabais où au lieu de faire 1 heure, on va faire que une demi-heure. C'est vraiment de prodiguer des soins de qualité au service de personnes qui ne peuvent pas y avoir accès en temps normal.
Et ce que je trouve vraiment chouette dans ce projet, c'est que ça permet de montrer qu'en cultivant la solidarité, on arrive aussi à prendre soin les uns des autres, qu'il est possible aussi de créer des nouvelles manières de prendre soin et que les pratiques de l'intuitif et du sensible, elles ont aussi leur rôle à jouer dans cette solidarité-là. J'aimerais aussi vous parler des collectifs de personnes consultantes. Ça me semble aussi important que les personnes qui bénéficient de soins, surtout dans des perspectives particulières liées à des maladies, elles peuvent reprendre leur pouvoir sur la maladie. Elles ont aussi clairement une expertise par rapport à la maladie. Alors même si c'est pas forcément une expertise médicale, quoique pour avoir dans mes séances des personnes qui ont des maladies assez sévères et avancées, elles ont clairement le jargon pour pouvoir décrire, comprendre ce qui se passe dans leur corps, ce qui se passe au niveau médical. Mais en tout cas, à ça s'ajoute une expertise clairement du sensible parce que elles traversent ou elles ont traversé la maladie et qu'elles peuvent comprendre ce qui se joue dans la tête de personnes qui traversent les mêmes choses. Et du coup, je trouve que ce savoir-là, à la fois technique et sensible, que les personnes consultantes détiennent, peut être vraiment amplifié par le groupe, qui permet du coup de se rencontrer, de sortir de l'isolement, de partager des expériences, des vécus sur des parcours de soins, et puis aussi de se réapproprier collectivement les enjeux pour pouvoir finalement cultiver un soin qui soit peut-être plus à la hauteur des enjeux de la maladie et des individus qui la traversent. Ça permet aussi de pouvoir peut-être lever des leviers pour alerter, pour sensibiliser, faire évoluer les pratiques. Ce sont des approches qui existent dans différents pans déjà du soin, notamment sur les troubles psy ou les addictions, avec cette notion de pair aidance, où ce sont des personnes qui ont traversé ces troubles-là et qui mettent du coup cette expertise-là au service de la communauté et qui, pour certaines personnes, vont intégrer des équipes médicales, mais vont pouvoir orienter aussi sur l'aspect, on va dire, sensible lié à l'individu. Et j'aimerais vous parler de la Vie Kintsugi, qui est une association qui vise à aider les patients, les aidants et les soignants avec le coaching santé pour pouvoir arriver à mieux vivre avec le cancer. Alors déjà, le coaching santé va intégrer diverses approches pour vraiment mettre en place un parcours de soins qui soit holistique et le plus global dans tous les aspects de la personne, que ce soit son bien-être, son environnement, etc. Mais surtout, ce qui va être intéressant avec cette association, c'est que parmi les coachs santé, il y en a quand même beaucoup qui ont un parcours de soins avec la maladie, que ce soit le cancer ou d'autres pathologies un peu plus lourdes. Et ça, je trouve que c'est vraiment précieux parce que ça permet aux personnes qui sont du coup dans la phase de la maladie de pouvoir se retrouver face à des individus qui ont traversé potentiellement des épreuves similaires, qui s'en sont sortis et qui du coup peuvent avoir un effet bénéfique dans le parcours de soins parce que il y a du coup clairement une empathie, la compréhension, je sais pas, des moments de creux, de moins bien, et le fait d'avoir, je pense, vécu dans son corps certaines choses vont pouvoir permettre d'aider les personnes en face à traverser, on va dire, la même épreuve. En tout cas, voilà, avec ces quelques exemples que je viens de vous donner, on peut voir quand même que y a des choses qui bougent. Il y a plein d'initiatives qui existent partout en France. Il y a même aussi des collectifs, j'ai envie de dire, plus informels qui réfléchissent à comment est-ce qu'on peut faire soin autrement. Je pense qu'on en est quand même globalement au balbutiement du soin en commun. Je pense que le chemin reste à poursuivre et c'est à nous aussi, dans nos pratiques de l'intuitif et du sensible, de nous saisir de ces aspects-là, d'arriver à sortir un petit peu de ces pratiques qui restent pour l'instant confinées à des sphères individuelles et de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on peut mutualiser. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire du soin à 50 000, mais plutôt de voir comment est-ce qu'on peut créer des petits îlots dans une perspective d'écologie des pratiques où on peut articuler justement des pratiques individuelles avec des approches collectives. Parce qu'il faut quand même bien se rappeler que le soin, c'est un bien commun, c'est pas du marketing et que à ce titre-là, on a besoin de pouvoir y apporter
des réponses collectives pour pouvoir aussi le gérer collectivement et limiter justement les effets collatéraux, on va dire, des approches libérales, pour pouvoir répondre à des enjeux d'organisation sociale, garantir une prise en charge de chacun, de chacune, de reconnaître aussi le rôle qu'on a tous et toutes à jouer, qu'on soit dans la médecine conventionnelle, qu'on soit dans les approches alternatives, qu'on soit des proches aidants, ou alors même qu'on soit nous-mêmes dans une approche d'auto-soin. En tout cas, je pense que ça nécessite de dépasser ces visions clivantes du soin, de cultiver des écologies des pratiques, parce qu'il y a vraiment des passerelles à faire dont on peut se nourrir les uns les autres. Et pour ça, ça demande de sortir d'un certain mode de fonctionnement qui à l'heure actuelle est assez égocentré, de prendre en compte ce qui se passe au niveau aussi macro, au niveau systémique, de faire des liens, d'ajuster pour arriver à œuvrer ensemble aussi. Je pense que l'idée derrière tout ça, c'est comment est-ce qu'on arrive à s'appliquer collectivement finalement les vertus du soin individuel, les vertus du care. Comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui, entre pratiques, à s'écouter? Parce que je pense qu'aujourd'hui, le dialogue, s'il n'est pas existant, il est limité, en tout cas entre nos diverses approches. Comment est-ce qu'on arrive à cultiver l'empathie, c'est-à-dire de comprendre ce que les autres approches aussi peuvent amener de positif. Comment est-ce qu'on arrive aussi à cultiver la responsabilité, et là, c'est de se dire, en tant que pratique, quelles sont mes limites aussi, dans quelle mesure est-ce que je ne peux pas être amenée à faire des ponts vers d'autres pratiques, et ensuite, comment est-ce qu'on arrive à s'adapter aux autres pratiques pour arriver justement à trouver des points de convergence. Alors, ça demande quand même pas mal d'ouverture, tout ça, d'arriver à dépasser les différences. Mais je crois qu'on peut vraiment se nourrir de ce que on propose, d'arriver en tout cas à s'inspirer, sans forcément dupliquer des choses qui existent déjà, mais faire encore une fois des liens, des passerelles. À mon sens, c'est déjà la première étape. Je pense que les pratiques de l'intuitif et du sensible peuvent clairement apporter cette vision holistique à des approches, on va dire, plus conventionnelles, c'est-à-dire l'importance de mettre l'individu au centre du soin et de pas le réduire non plus à sa maladie. Et je pense que de l'autre côté, les approches du conventionnel, elles peuvent permettre d'apporter aux pratiques de l'intuitif et du sensible un certain cadre de pratique, une certaine déontologie et une certaine éthique, c'est-à-dire des façons de procéder qui soient plus sécurisantes pour les personnes qu'on accompagne. Et c'est d'ailleurs ce qu'on verra au prochain épisode, on abordera les questions d'éthique. Voilà, on arrive au bout du sujet du jour. J'espère que ça vous aura donné des perspectives enthousiasmantes pour œuvrer collectivement aux soins. En tout cas, on n'en est qu'au début et je pense que tout est encore à construire. En tout cas, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux. Vous avez toutes les informations dans la description. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous et surtout prenons soin de nos liens.